Voici donc exactement 100 ans, aujourd'hui 15 août 2014, que le futur général de Gaulle, le chef de la France libre en 1940, le fondateur de la Ve République en 1958, l'artisan de la réconciliation franco-allemande, a connu ici, à Dinant, son baptême du feu et sa première blessure de guerre. Hasard ou clin d'œil de l'histoire, nul ne le saura jamais. Dès le lendemain de la déclaration de guerre, le 5 août 1914, le 33e régiment d'infanterie, auquel appartient le lieutenant Charles de Gaulle, quitte sa caserne d'Arras, d'abord en train jusqu'à Hirson, puis en marche forcée en direction de la Belgique par Rocroi et Fumé. Les hommes s'en vont à la guerre, joyeux, la fleur au fusil. Ils ont confiance en leur armée. N'est-elle pas la meilleure? Le moral est excellent, puisque la guerre, pense-t-il, sera de courte durée. Le 13, le régiment passe la frontière belge non loin du village de Traigne, qu'il quitte la nuit suivante pour se diriger vers Anté, situé sur la route de Philippeville, à 12 km de Dinant. C'est dans le parc du château d'Ostemrée, propriété de la famille de Ribeaucourt-Stoclet, à 2 km d'Anté, que les Français établissent leur cantonnement. Leur repos y sera de courte durée. En effet, vers 18 h, au moment où les hommes se préparent à dîner, ils reçoivent l'ordre de faire immédiatement mouvement vers Dinant, où les troupes allemandes commencent à prendre position sur les hauteurs de la rive droite. La mission du 33e régiment d'infanterie est de renforcer les éléments qui occupent déjà la citadelle, en particulier ceux du 148e régiment d'infanterie, arrivés quelques jours plus tôt de Givet, et de défendre les ponts d'Anserem et de Dinant, afin d'empêcher l'ennemi de franchir la Meuse. La nuit du 14 au 15 août se passe dans le calme. Les soldats se reposent comme ils le peuvent dans les rues du quartier Saint-Médard et de la gare sur la rive gauche, c'est-à-dire de ce côté-ci. Les 10e et 12e compagnies ont pour mission de prendre position dans la citadelle et sur les hauteurs voisines afin de renforcer la présence des soldats français qui s'y trouvent déjà. La 11e compagnie, celle du lieutenant de Gaulle, est en réserve, ce qui désole le jeune officier pressé d'en découdre avec l'ennemi. Le 15 août, peu après 5 h du matin, les hostilités commencent. L'ennemi bombarde Dinant avec fureur, écrit de Gaulle dans son carnet. Il parle avec fierté de ces hommes qui restent bravement stoïques, malgré les coups de canon et les obus qui éclatent un peu partout. L'artillerie allemande est entrée en action, alors que l'artillerie française est inexplicablement absente du champ de bataille. Face à la supériorité allemande, la citadelle risque de tomber rapidement aux mains de l'ennemi. Toute la matinée du 15 août, les combats font rage. L'ennemi se rapproche de la citadelle et il va bientôt s'en rendre maître. Dès lors, la retraite est ordonnée aux soldats français, contraints de redescendre la colline par les 408 marches et de retraverser le pont en courant pour se réfugier sur la rive gauche. Les pertes en vies humaines sont très lourdes. La 11e compagnie, toujours en réserve, reçoit en fin de matinée l'ordre de passer à son tour le pont de la Meuse et de repousser l'ennemi lancé aux trousses des Français. Une contre-attaque à la baïonnette va s'engager, hélas, sans grand succès. Pour aller de la tranchée du chemin de fer, où ces hommes se sont abrités, vers le pont, De Gaulle leur fait franchir 4 par 4 et au galop le dangereux passage à niveau de la rue Sodard, exposé au feu de l'ennemi.
Charles de Gaulle, sabre au clair, à la tête de ces hommes qui, eux, sont baïonnettes au canon, s'élancent vers le pont. C'est à ce moment précis que le jeune officier, chef de la première section, est grièvement blessé à la jambe droite par un projectile tiré de la citadelle ou des environs. Voici ce qu'il écrit dans son carnet quelques semaines plus tard au cours de sa convalescence. J'ai à peine franchi la vingtaine de mètres qui nous séparent de l'entrée du pont que je reçois au genou comme un coup de fouet qui me fait manquer le pied. Les 4 premiers qui sont avec moi sont fauchés en un clin d'œil. La jambe complètement engourdie et paralysée, je me dégage de mes voisins, cadavres ou ne valant guère mieux, et me voici rampant dans la rue sous la même grêle qui ne cesse pas, traînant mon sabre par sa dragonne encore à mon poignet. Comment je n'ai pas été percé comme une écumoire durant le trajet, ce sera toujours le lourd problème de ma vie. De Gaulle va ainsi trouver refuge dans la maison de Madame Meurice, au bas de la rampe du pont, à une 50aine de mètres de l'endroit de sa blessure, où se trouvent déjà d'autres blessés. Heureusement, en début d'après-midi, l'espoir renaît. L'artillerie française entre enfin en action. Des renforts arrivent à la rescousse. 2 bataillons du 73e régiment d'infanterie et 2 du 8e qui reprendront la citadelle en montant le long escalier de 408 marches, tandis que la cavalerie française s'efforce de repousser l'ennemi en direction de Ciney. Fortement éprouvé par les combats de cette terrible journée du 15 août, le 33e régiment d'infanterie reçoit l'ordre de rallier le village d'Anté, son premier cantonnement de la veille. Profitant d'une accalmie, le lieutenant de Gaulle se fait conduire à la gare toute proche, fortement endommagée, où il s'efforce de rassembler les hommes encore valides pour les renvoyer vers l'arrière, vers Anté. À la nuit tombante, des paysans organisent un transport des blessés par charrette, justement vers Anté. De Gaulle monte dans l'une d'elles. On le dépose à l'école communale, transformée en poste de secours, où il passe le reste de la nuit. Le lendemain matin, le médecin principal de sa division, le docteur Fasquelle, le ramène avec d'autres blessés au château d'Ostembré, où il retrouve ses compagnons du 33e. L'après-midi, un jeune notaire de Philippeville, Paul le Boulanger, président de la Croix-Rouge locale, l'embarque dans sa voiture avec 2 autres blessés pour les évacuer vers la gare de Charleroi. Le notaire n'oubliera jamais ce grand lieutenant, si différent des autres officiers, qui lui avait de saluer sa sœur, épouse d'un ingénieur des mines belge. En 1949, un échange de courriers entre Paul le Boulanger et le général de Gaulle, devenu entre-temps un personnage historique, viendra confirmer cet épisode. De Charleroi, Charles de Gaulle est dirigé d'abord sur Arras, puis sur Paris, à l'hôpital Saint-Joseph, où il sera opéré. C'est à Lyon, à l'hôpital des Genettes, qu'il passera sa convalescence et reprendra la rédaction des combats de Dinant. Il est à nouveau blessé l'année suivante en Champagne, et une 3e fois, en mars 1916, dans l'enfer de Verdun, à Douaumont, où il est, pour son plus grand malheur, fait prisonnier et interné en Allemagne jusqu'à l'armistice de 1918. Le bref passage de Charles de Gaulle à Dinant au mois d'août 1914 ne sera pas le dernier. Au mois d'août 1923, lors d'une excursion en Belgique, marquant la fin de la première année à l'école de guerre, le capitaine de Gaulle et une trentaine de ses condisciples, accompagnés de leurs épouses, visitent le château de Bouillon, les grottes de Han près de Rochefort et, naturellement, Dinant, qu'il appelle dans ses carnets « mon champ de bataille », formule précisément gravée sur le socle de la statue. Dinant reverra encore Charles de Gaulle quelques années plus tard. En effet, le 11 septembre 1927, le maréchal de France, Philippe Pétain, vice-président du Conseil supérieur de la guerre,
vient inaugurer le monument Lassault au cimetière militaire français de la Citadelle. Il est accompagné d'un aide de camp, membre de son état-major, et qui, par une étrange coïncidence, n'est autre que le capitaine Charles de Gaulle. Toute sa vie, Charles de Gaulle a gardé, au fond de son cœur, le souvenir de son baptême du feu dans notre charmante cité mosane. Nous savons qu'il aurait aimé revoir Dinant. Président de la République française, en visite dans le département des Ardennes, en avril 1963, il en a fait part, lors de son passage à Givet, à quelques personnalités dinantaises. De ce 15 août 2014, cette statue unique de Charles de Gaulle, que vous allez découvrir dans quelques instants, orgueil de la dinanderie locale, chef-d'œuvre de notre concitoyen Guido Clabotz, et symboliquement érigé à cet endroit, à quelques mètres du lieu de sa blessure, rappellera pour toujours qu'un des plus grands hommes de l'histoire de France, peut-être le plus grand, a failli mourir à Dinant, pour la liberté. Le destin ne l'a pas voulu. Ce fut la chance de la France. Vive De Gaulle, vive Dinant, vive la Belgique et vive la France!